Située dans la région nord-ouest du cercle de feu volcanique, cette mystérieuse chaîne d'îles est connue pour être l'une des zones climatiques les plus instables de la planète Terre. Les Chinois appellent le Japon le pays des immortels, dont le peuple est issu d'un panthéon de dieux qui forme la base du système de croyances religieuses connu sous le nom de Shinto, qui signifie « la voix des dieux ». En japonais, ces dieux et esprits sont connus sous le nom de kami. Il existe au total 7 dieux et esprits primitifs qui ressemblent beaucoup aux autres divinités créatrices vénérées par les anciennes civilisations du monde entier. Les légendes du puissant empire de Mu résonnent dans cette chaîne d'îles érodées. Des sculptures précises en pierre et des plateformes mégalithiques fournissent les indices sur un lien possible avec des sites prédiluviens à travers la planète. Au large des côtes japonaises, la découverte de la structure de Yonaguni en 1987 a choqué le monde de l'archéologie. Ce monument gigantesque mesure environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Le courant dans les eaux entourant ce monument est extrêmement puissant, ce qui rend le site très difficile à étudier pour les plongeurs. Cette structure submergée pourrait-elle être un vestige de l'empire prédiluvien de Mu avant la fin du monde? La récente découverte de blocs mégalithiques immergés au large des côtes du Japon suggère une fois de plus qu'il existait un vaste complexe de civilisation avant le déluge, avant que le niveau de la mer n'atteigne celui d'aujourd'hui. Et si cela est le cas, cela signifie que nous parlons d'une civilisation de l'ère glaciaire, une époque que l'histoire traditionnelle est réticente à reconnaître, et une civilisation que les historiens traditionnels sont réticents à reconnaître. Jusqu'à récemment, les preuves ont été qualifiées d'anomalies. Ainsi, lorsque ces découvertes sont faites, comme le golfe de Kambat ou les blocs mégalithiques au large des côtes du Japon, si elles ne cadrent pas avec l'histoire, sont cataloguées comme des anomalies et les recherches sont repoussées à plus tard. Ce qui se passe actuellement, c'est que ces anomalies sont si importantes qu'elles racontent leur propre histoire. Le Japon n'échappe pas à la règle. Les pierres que nous voyons immergées au large des côtes japonaises et la précision avec laquelle ces pierres ont été taillées rappellent ce que nous voyons dans des endroits comme Tiahuanaco ou même le plateau de Gizeh en Égypte. Si l'on observe la qualité du travail à l'intérieur de la pyramide de Khéops sur une surface de 6 mètres, il y a moins de 0,02 mm de déviation. C'est le signe d'un travail remarquable et d'un artisanat utilisant des outils que nous ne possédons pas aujourd'hui. Alors d'où venait ce type d'outils? Comment les peuples du Pléistocène ont-ils pu créer quelque chose de ce genre? Et si ces blocs de pierre datent de l'ère que les preuves suggèrent, alors cela nous indique la chose suivante. Il semblerait qu'une civilisation technologiquement avancée ait vécu au large des côtes du Japon lorsque le niveau de la mer était plus bas. Et lorsque le niveau de la mer a augmenté à la fin du Trias récent, la ville a été inondée. Je crois que nous nous devons de comprendre ce que représentaient ces villes, qui étaient leurs habitants et ce que cela signifie par rapport à notre passé, afin de pouvoir nous aider à comprendre notre relation au monde d'aujourd'hui et même avec notre avenir. Quand on se promène au Japon, on a l'impression que certaines constructions sont beaucoup plus anciennes que ce qui est admis publiquement. Il suffit de regarder les fondations, par exemple. Regardez les fondations du palais impérial ou du grand temple d'Osaka. Et si nous allons un peu plus loin, au sud du Japon, sous l'eau, les marches qui composent cette plateforme, appelée Yonaguni, marquent la position exacte du tropique du Cancer, là où il se trouvait en l'an 12 000 avant Jésus-Christ. Mais bien sûr, elle a été submergée depuis. Dans la région du Kansai, à peu près au centre de l'île principale du Japon, le château d'Osaka est un site construit en blocs polygonaux cyclopéens qui ressemblent à des pierres similaires au Pérou, en Bolivie et en Égypte. L'énorme plateforme, construite bien avant, sert de fondation au château, ressemblant aux anciennes plateformes de l'île de Pâques
et de Tiahuanacu, ce qui laisse de nouveaux indices sur un possible lien prédiluvien entre le Japon et l'ancien empire de Mu. Le fait est que nous voyons ce style polygonal et cyclopéen au Japon, tout comme nous le retrouvons en partie sur l'île de Pâques, au Pérou et en Bolivie, dans l'Égypte ancienne et dans de nombreux autres endroits. Alors que cela signifie-t-il? Est-ce la preuve de l'existence d'une ancienne civilisation avancée à l'échelle mondiale? Pour moi, l'un des sites les plus intéressants du Japon est le château d'Osaka. C'est un site qui comporte des blocs cyclopéens sculptés avec précision et une maçonnerie polygonale. L'une des pierres pèse environ 800 tonnes. Certaines d'entre elles sont vraiment énormes. L'autre particularité du château d'Osaka est l'extrême altération et l'endommagement de nombreuses pierres, ce qui suggère qu'il est en réalité beaucoup plus ancien que la date de construction annoncée. C'est intriguant parce que le style polygonal, ce type de construction cyclopéenne, où les pierres sont placées les unes contre les autres, s'est avéré fonctionner à merveille dans les zones sismiques, où elles ne s'écroulent pas quand il y a des tremblements de terre. Et nous savons que cette région est une zone sismique. Il pourrait donc potentiellement se tenir là depuis des milliers d'années. Et nous pouvons aussi spéculer qu'il y a une autre caractéristique étrange sur les pierres qui semble être de la vitrification, comme si elles avaient été surchauffées par une sorte de cataclysme. Par conséquent, pourrait-elle même être vieille de 12 000 ans? Pourrait-elle avoir été témoin de l'impact du Dryas récent qui a décimé la planète il y a si longtemps? Nous pouvons voir ce type de construction mégalithique dans l'architecture japonaise. L'une des choses que je trouve fascinantes, c'est que lorsqu'on regarde certaines des constructions que je considère comme les plus anciennes, on peut voir que les pierres ont une forme étrange et qu'elles ont toutes des bords très biseautés. Et nous retrouvons ce même type d'architecture en Amérique du Sud, au Machu Picchu ou à Sacsayhuaman. Nous le retrouvons sur l'île de Pâques et dans le palais impérial au Japon. Il s'agit donc d'un style récurrent. Si nous regardons ce que je considère comme des constructions plus récentes, au lieu d'avoir ces bords biseautés et ces pierres très ajustées, nous voyons toujours des pierres de forme étrange, mais elles ne sont pas aussi bien accolées. L'une des choses qui est cohérente dans toutes les constructions mégalithiques est qu'elles sont très ajustées. C'est propre et précis. Et à mesure que nous avançons dans le temps, le niveau et la qualité d'exécution se détériorent vraiment. La culture la plus fortement associée à ces incroyables blocs de pierre mégalithiques trouvés au Japon est celle des Jomon. Qui étaient-ils exactement? Il semblerait qu'ils aient d'abord été des chasseurs-cueilleurs il y a 16 000 ans, et qu'il y a environ 12 000 ans, ils aient fabriqué les premières poteries, dont certaines ont été retrouvées dans des grottes au Japon. Elles sont très caractéristiques et montrent qu'à cette époque, ils avaient atteint un certain stade de développement. Ils sont devenus la culture dominante au Japon, jusqu'à environ l'an 400 avant Jésus-Christ. Et puis, ils se sont volatilisés. Ils ont disparu à peu près au moment où le Japon, avec son institution d'empereur, a commencé à se développer. Il est clair que cette institution est une preuve que les Jomon se trouvaient là dans le passé. Et c'est de leurs cendres, presque comme le phénix, qu'est née toute l'institution des empereurs du Japon. Plusieurs structures et sculptures mystérieuses en pierre découvertes en Amérique du Sud ressemblent au style de maçonnerie du Japon. Un site moins connu, situé autour du lac Titicaca, s'appelle Amarumuru. La fonction de ce site est très discutée, mais la montagne aplatie et les sculptures précises ont un lieu très intéressant avec les piliers de Göbekli Tepe dans le croissant fertile, ainsi qu'avec un mégalithe impressionnant dans la région du Kansai, au Japon.
Ishi no Oden, ou la pierre de l'héritage, est l'un des monuments les plus intéressants du Japon. Il est situé au centre du pays. Il pourrait donc représenter une pierre d'Omphalos. Il pourrait avoir marqué le centre sacré du Japon antique. Cette pierre a un design très étrange. Elle ressemble à une partie d'une énorme machine. C'est une sorte de cube avec une extrémité pointue sur un côté. Nous ne savons pas qui a fabriqué cela et comment ils ont pu sculpter une si belle œuvre d'art en pierre. Ishi no Oden est une pierre cyclopéenne pesant 500 tonnes, d'environ 4 mètres de hauteur et 4 mètres de profondeur. C'est un cube de pierre que l'on appelle aussi navire flottant. On l'appelle navire flottant parce qu'il semble littéralement flotter sur l'eau. L'eau jaillit de sous la terre en un flux continu. Je pense que le rocher flottant au Japon est un mégalithe extraordinaire. Il est associé à l'eau souterraine. C'est l'eau de pluie qui est tombée du ciel, souvent appelée l'eau yang. Et il est également associé à l'eau féminine, appelée eau yin. Il y a donc des eaux souterraines qui alimentent le bassin, ce qui donne l'impression qu'il flotte. Mais il est également alimenté par de l'eau de mer. Il semblerait que si une pierre est placée sur ce type d'énergie liée à l'eau, comme le stress géopathique, elle peut s'élever de 9 ou 10 mètres et imprégner le site d'une énergie curative. Je pense que c'est pour cela qu'il a été associé à la guérison de maladies. Mais je ne pense pas que ce soit sa première utilisation, car c'est un monolithe à la forme très étrange. Cela suggère en quelque sorte qu'il y a quelque chose à voir avec l'idée métaphorique du rajeunissement. La source de vie d'où vient tout. Et l'histoire raconte que lorsqu'ils sont arrivés au Japon, les dieux sont arrivés sur des bateaux en forme de rocher. On dit aussi que Ishi no Oden est l'une des représentations de ces bateaux des dieux, qui volaient de la péninsule coréenne jusqu'au Japon, lorsque celui-ci y était encore rattaché. Si vous regardez la structure tout entière, elle a été creusée comme une sorte de grand bol. C'est presque comme si le bol recueillait quelque chose. Il est assez évident qu'il a attiré le pouvoir d'une étoile ou de quelque chose à l'horizon. Mais quand? La meilleure preuve que j'ai pu trouver jusqu'à présent, c'est jusqu'au solstice d'hiver de 8600 avant Jésus-Christ. Le soleil s'est levé exactement en face de cette pierre, ce qui est un événement très important, parce que c'est exactement à ce même moment que sur la surface de la Terre, les humains ont soudainement, mystérieusement découvert la civilisation, grâce à des groupes de dieux qui se sont présentés à 7, chacun dirigé par un chef charismatique, à des endroits stratégiques tout autour du monde. La datation de l'alignement de la pierre par rapport aux découvertes archéologiques concernant l'apparition soudaine de la civilisation dans le monde correspond donc à la mythologie et la confirme même. Elle ne semble pas avoir de fonction évidente, sinon qu'elle semble avoir formé une pièce d'architecture qui n'existe tout simplement pas. Et l'importance de ces pierres, et de plusieurs autres au Japon, est qu'elles sont vieilles de plusieurs milliers d'années. Elles ne font manifestement pas partie des traditions que nous pouvons associer au Japon au cours des 2000 à 3000 dernières années de l'histoire. Au sud-est d'Ishi no Oden, le paysage recèle plusieurs reliques de pierre qui renforcent le mystère prédiluvien au Japon. Au Japon, il y a un village appelé Asunka. Et dans ce village, on peut voir des dizaines de pierres mégalithiques. Mais pas n'importe quelle pierre mégalithique. Ces pierres ont été taillées avec une technologie avancée. Il y a même des traces d'outils sur certaines de ces pierres. Et elles sont intéressantes car elles ressemblent à des pierres que l'on trouve à Pumapunku, à l'autre bout du monde, au sommet d'une montagne. Les incrustations, les coupes, la texture lisse de l'intérieur de certaines de ces coupes, tout cela correspond vraiment aux pierres de Pumapunku. L'une des autres pièces étonnantes de maçonnerie au Japon se trouve près d'Asuka. C'est ce qu'on appelle le bateau de pierre.
C'est une œuvre d'art en pierre très étrange, insolite, artistique, presque abstraite. C'est un bloc de plusieurs tonnes et des rainures ont été sculptées dessus. On dirait presque une sorte de vaisseau spatial ou d'ovni qui s'est posé là. C'est une autre pièce insolite d'art rupestre que nous pouvons voir au Japon. Encore une fois, personne ne sait qui l'a mise là, personne ne sait qui l'a sculptée. Et pourtant, ce monument montre un niveau de sophistication extrêmement élevé. Nous devons donc nous demander qui a réellement construit ces monuments étonnants que nous trouvons au Japon. C'est un monolithe qui pèse peut-être 500 tonnes. Et il a été sculpté de telle manière qu'il ressemble à une sorte d'ovni qui se serait écrasé. C'est la seule façon de le décrire. Et le type de façonnage qui semble avoir été effectué pour créer sa forme étrange nous paraît inutile. Inutile dans la mesure où nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils auraient fabriqué un monolithe comme celui-ci et l'auraient simplement laissé à ce qui est aujourd'hui la lisière d'une forêt. Ce qui est intéressant, c'est que cette pierre particulière renferme une légende. On dit que l'un des êtres célestes qui ont fondé la culture japonaise volait dans les airs à bord d'un véhicule, un vaisseau en pierre, et qu'il s'est écrasé, et que ceci en est le résultat. Cet être céleste en question fait partie de la mythologie japonaise, et il est associé à ce monolithe particulier. Les récits légendaires de dieux volant dans les airs pourraient-ils relier cette ancienne culture à l'Inde, où des vimanas similaires sont décrits dans le Mahabharata? Ces anciens tailleurs de pierre essayaient-ils de recréer ce qu'ils observaient dans le ciel antique à la même époque que les batailles épiques du Mahabharata? Quels sont les autres indices qui incitent les chercheurs à approfondir les textes spirituels et les traditions du Japon pour répondre aux questions de leurs liens anciens avec les étoiles? Selon les traditions japonaises, les traditions shintoïstes du Japon, il y a eu de la vie sur Terre depuis le tout début du Japon, quand il a émergé pour la première fois. D'après les récits de leurs origines, ce sont des êtres supérieurs, des dieux, qui ont fait apparaître les îles japonaises. Ils sont passés par un pont qui menait des cieux à la terre. Ils ont plongé une lance dans les eaux de l'océan et des cristaux de sel ont cristallisé à la pointe de la lance. Ceux-ci ont formé les 8 principales îles du Japon, qui ont ensuite été peuplées d'êtres humains par ces dieux. Et puis, ils ont décidé que les êtres humains sur Terre devaient avoir un empereur. Un descendant de la déesse du soleil est donc devenu le premier empereur. Selon les traditions shinto japonaises, les îles du Japon ont donc été habitées par des êtres humains civilisés depuis la création de ces îles. Le Shinto est l'une des religions les plus fascinantes de la planète. Shinto signifie la voix des dieux. Et cette phrase, à elle seule, situe sa compréhension originelle et son apparition au Japon. Ainsi, au sommet de la création du Japon, lorsque les îles ont émergé des eaux du chaos, les dieux Izanami et Izanagi ont apporté ce que l'on appelle les 17 voix. Chacune de ces voies est un enseignement ésotérique sacré qui permet de se perfectionner dans cette vie particulière. Et c'est à partir de cela, plusieurs milliers d'années plus tard, que le Shinto est né. Ce qui est intéressant, c'est que l'on peut retrouver ces 17 voies dans d'autres parties du monde. Et elles ont exactement le même point d'origine. Elles sont attribuées aux mêmes personnes. Par exemple, au Pérou, où l'on trouve exactement les mêmes sculptures rupestres qu'au Japon, on peut voir 17 alcôves autour du petit temple appelé Kenko, à la périphérie de la ville de Cusco.
Chacune comporte une des 17 voies ou enseignements des dieux. Cela place donc le Shinto dans la même tradition et dans le même point d'origine que l'époque où les dieux sont réapparus soudainement à la surface de la Terre et où ils ont transmis aux humains les bases de la civilisation. Et ces bases se résument aux lois du civisme, à la civilisation, au bien-être, au respect d'autrui, à la construction de temples mégalithiques et à toutes les autres choses qui semblent être les fondements d'une vie bien ordonnée. Je pense qu'il est très intéressant de noter que le Japon est peut-être la seule civilisation dont les origines proviennent de la déesse du soleil. Son nom était Amaterasu. Et cela nous indique d'une part qu'il croyait aux êtres extraterrestres et d'autre part qu'il descendait des extraterrestres. Tous les empereurs japonais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale croyaient qu'ils étaient des incarnations du dieu et de la déesse du soleil, qu'ils étaient littéralement des incarnations de ces êtres divins et qu'ils avaient ce droit divin de régner en tant qu'empereur. C'est le général MacArthur, après la capitulation japonaise, qui a dit aux empereurs japonais qu'ils ne pourraient plus affirmer cela. Et encore aujourd'hui, les empereurs japonais ne sont pas autorisés à parler en public de leur lien ultime avec ces êtres divins. Ces dieux et déesses, connus sous le nom de kami dans les traditions shintoïstes, pourrait-il être le même groupe de dieux qui a influencé les anciennes cultures de la planète et qui a donné naissance aux lignées royales? Ou était-il lié aux autres groupes de dieux et déesses prédiluviens apparus il y a près de 38 000 ans à l'époque de Zeb-Tepi? Ces sages étaient-ils liés aux Shemsu-Hor de l'Égypte ancienne, aux Anuna du croissant fertile ou aux autres êtres anciens représentés sur l'île de Pâques? Une découverte dans les années 30 a approfondi le mystère autour de la véritable histoire du Japon. Monsieur Kiyomaro Takeshi, le plus jeune d'une longue lignée de prêtres shinto, a découvert un ensemble de documents dans la bibliothèque de sa famille. Ces documents ont confirmé une lignée unique du peuple japonais et un mélange d'ADN humain bien avant les grands cataclysmes. Les documents Takeshi sont censés remonter à plusieurs milliers d'années. Ils ont été conservés dans le sanctuaire ancestral impérial avec un certain nombre de trésors par la famille Takeshi, après qu'ils leur ont été donnés pour être préservés à une époque de troubles au Japon. On prétend qu'ils contiennent le point de départ non seulement de la race humaine, mais aussi du cosmos, de l'univers, du monde, comment tout est né, et comment il y a eu d'innombrables générations jusqu'à l'avènement du premier empereur japonais, Jimmu, qui a régné aux alentours de 500 à 600 avant Jésus-Christ. Les documents Takeshi affirment qu'avant le règne de l'empereur Jimmu, il y a eu 73 autres empereurs de l'ère dite divine. En d'autres termes, ils étaient presque comme des demi-dieux qui ont régné jusqu'à l'ère préhistorique. Mais avant cela, il est suggéré que le tout premier empereur était le résultat d'une union divine entre la déesse du soleil et un être mortel. Et c'est quelque chose que les empereurs croyaient vraiment. Ils pensaient qu'ils descendaient de cet être céleste qui était venu des étoiles. Ces documents peuvent-ils être comparés à la liste royale sumérienne dans le croissant fertile ou au papyrus de Turin en Égypte et servir de preuve de la présence sur Terre d'un groupe avancé de sages bien avant que l'Homo sapiens sapiens ne devienne l'espèce dominante? Comme pour la plupart des mythologies, les récits s'étoffent avec le temps. Mais les reliques de pierre sur cette mystérieuse chaîne d'îles indiquent un lien fondateur beaucoup plus fort avec la civilisation de Mu. Le Japon est différent parce que la civilisation atlante n'est jamais arrivée sur l'île.
C'était le territoire de Mu. Et le Japon se trouvait sur l'un des principaux chemins qu'ils empruntaient pour se rendre au désert de Gobi. Ils ont utilisé cette île comme un lieu de connexion. Et comme vous le voyez, la forme de l'île est aussi celle du dragon. C'était donc pour eux comme une terre sainte, où ils préparaient les gens à recevoir toute la sagesse avant de partir. Tout comme le Machu Picchu était une école en Amérique du Sud, et que c'était le lieu le plus important pour la civilisation de Mu en Asie, c'était le Japon. Alors que le Yonaguni submergé nous donne un indice de la présence de l'Empire Mu au Japon, les connexions archéologiques avec d'autres sites sur les terres qui entourent le puissant océan Pacifique sont difficiles à nier. Des tombes gigantesques, des structures uniques, des murs de châteaux vieux de 12 000 ans et des sculptures en pierre ressemblant à des engins volants. Ces objets anciens du Japon représentent-ils non seulement une civilisation perdue, mais aussi des connaissances et des concepts d'un monde que nous pouvons à peine appréhender? Un monde préservé dans les documents et la religion qui ont été interdits depuis la Seconde Guerre mondiale. Comme les contes de dieux et de déesses à travers la mythologie nous l'ont appris, au fur et à mesure que nous avançons sur la route, les épreuves et les tests que nous devons endurer en tant qu'espèce ne sont pas conçus pour être faciles. Ils sont conçus pour nous aider à comprendre que nous avons en nous le pouvoir de devenir ces êtres autour desquels les fables ont été décrites. Nous aussi, un jour, nous deviendrons les ancêtres des habitants de la Terre. Lorsque l'humanité s'unira en tant qu'espèce, nous pourrons rendre à cette majestueuse planète un mode de vie connecté au cosmos, comme le faisaient les dieux et les déesses avant la fin du monde.